Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ce live consacré au DSCG et en particulier à l'épreuve UE1. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Nous sommes en live et du coup je vais commencer par vous demander de faire un petit test son et un petit test image. Dites-moi dans le chat si vous me recevez 5 sur 5, si vous me voyez, si vous m'entendez. Bonsoir Jean-Baptiste, ça y est, je reçois les premiers commentaires. Je crois que ça y est, donc vous m'entendez, vous me voyez. En tout cas, Jean-Baptiste m'entend, il me reçoit. Je me présente, je m'appelle Emery de Vaugeois, je suis avocat de formation, j'ai été chargé d'enseignement en droit des obligations, en droit des sociétés. Je connais particulièrement bien le programme de l'UE1. Bonsoir tout le monde, dites-moi un peu à votre tour qui vous êtes, si vous avez déjà passé l'UE1, si vous allez passer cette épreuve pour la première fois en octobre prochain ou si vous la repassez. Dites-moi également dans quelle situation personnel et professionnel vous êtes. Ça m'intéresse de savoir qui vous êtes, qui sont tous ceux qui nous écoutent et qui suivent ProConta. ProConta est une prépa en ligne au DCG et au DSCG. Et l'objectif de cette conférence en live ce soir, c'est de vous parler de l'UE1. Nous sommes à 15 semaines de l'épreuve. 15 semaines, 112 jours, on a compté avec toute l'équipe. 112 jours vous séparent de l'épreuve. Et ce soir, ce live est consacré aux sujets qui feront l'examen le 24 octobre prochain. Si vous avez des amis qui passent le DSCG comme vous, n'hésitez pas à les taguer dans ce live. Je pense que ça pourra leur être utile pendant ce live qui devrait durer 1 heure environ. Je vais essayer de ne pas dépasser 1 heure. Je vais évidemment vous parler des sujets qui tomberont à coup sûr le 24 octobre prochain. Je vais aussi vous aider à organiser vos révisions pendant les 15 semaines qui vous séparent de cette date fatidique. Je sais que vous avez tous des situations différentes, mais que vous êtes pour la plupart, vous n'avez pas un plein temps à consacrer à vos révisions de l'UE1. Et donc, mon objectif pour que vous réussissiez, c'est de vous faire aller droit au but. Je vais également vous donner quelques conseils, des stratégies gagnantes pour réussir vos révisions et pour valider votre UE1 en octobre prochain. Ces stratégies gagnantes, elles sont le fruit évidemment de toute l'expertise de notre équipe pédagogique, mais aussi des conseils de vos prédécesseurs qui ont passé le DSCG avant vous, qui l'ont réussi brillamment, mais également les conseils qui l'ont passé avant, de ceux qui l'ont passé avant vous et qui l'ont raté et qui nous expliquent pourquoi ils l'ont raté. Chez ProConta, on aime beaucoup écouter les feedbacks des anciens. Alors je commence, je salue tous ceux qui sont en ligne, Anouar, Morgane, Mathieu, Vaille, Clément, Christo, bienvenue à tous. Je commence sans plus tarder avec quelques rappels. C'est toujours bien de se rappeler de quoi on parle. Dans 112 jours, qu'est-ce qui va se passer? L'UE1, gestion juridique, fiscale et sociale, probablement l'épreuve la plus redoutée du DSCG. Ça se passera l'après-midi de 14h30 à 18h30. Vous le savez, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler. Deuxième rappel sur la sélection, vous savez que c'est une épreuve redoutée parce qu'elle est très sélective. En 2018, 74%, donc presque les 3/4 des candidats, n'ont pas eu la moyenne à l'UE1. Et évidemment, mon objectif, c'est que vous vous trouviez, vous, dans les 26% qui, eux, ont plus de 10 sur 20. Et si possible, dans les quelques pourcents qui vont aller chercher une note propulsante, une excellente note à l'UE1, parce que c'est possible, même si vous avez l'impression aujourd'hui d'être un peu largué, d'avoir pris du retard peut-être sur vos révisions, de ne pas avoir commencé. Tout ça n'est pas grave. Vous allez pouvoir, si vous vous organisez correctement à partir de maintenant, dans les 15 semaines qui nous séparent du jour de l'examen, si vous vous organisez bien, vous allez pouvoir réussir. Quelques messages donc. Vous avez toutes vos chances. C'est ce que je viens de dire. Vous ne pourrez pas tout faire. Hein. Partez du principe que vous ne pourrez pas tout faire et que vous allez devoir faire des choix dans vos révisions. Vous allez devoir travailler à partir de maintenant de façon continue et régulière jusqu'à l'examen. Ou concours, ça dépend, certains parlent d'examen, d'autres de concours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir vous y mettre vraiment si vous n'avez pas commencé vos révisions et ne plus rien lâcher maintenant, vous astreindre à un rythme régulier. Vous allez devoir travailler sur la mémorisation, les connaissances à maîtriser sont très vastes, vous le savez, mais aussi beaucoup sur l'application de ces connaissances, ça se joue beaucoup là-dessus. Et vous allez devoir, en termes de mental, avoir le moral, la niaque, je vais y revenir
également ce soir dans ce live. Bonsoir à tous ceux qui continuent de nous rejoindre. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui partagent ce live, à tous ceux qui passent le DSCG comme eux. Troisième rappel, le programme. Alors, je vais vous lire rapidement, je pense que c'est intéressant de passer en revue le programme officiel. Le voici. Donc il y a différents blocs, vous le savez sans doute. Un bloc en droit des contrats qui comprend la formation du contrat, également l'exécution du contrat et certains contrats qu'on appelle des contrats spéciaux. Alors pas tous les contrats spéciaux, certains ils sont visés de façon limitative dans le programme. On parle du contrat de vente, du contrat d'entreprise, du contrat de distribution, du contrat de consommation et du contrat d'assurance. Il y a un deuxième bloc qui est le droit pénal. Alors là on vous demande de maîtriser les grands principes du droit pénal, comment est-ce qu'on constitue une infraction, comment se met en jeu la responsabilité des personnes physiques, des personnes morales. On vous demande également de maîtriser les grands principes de la procédure pénale, l'instruction, le jugement, les voies de recours, l'action publique. Quelques infractions ciblées également qui sont propres au droit des affaires et qui sont importants dans les cabinets comptables, dans les entreprises. On parle de l'abus de biens social, on parle de la distribution de dividendes fictifs, les comptes non fidèles. Donc il y a une série de petites infractions comme ça qui sont listées. Un troisième bloc autour du droit de la concurrence, le contrôle des concentrations, les pratiques anticoncurrentielles, la concurrence déloyale, les pratiques restrictives. Quatrième bloc, le contrôle fiscal des entreprises. Un cinquième bloc qui est souvent un peu oublié, l'entreprise et l'environnement. Ensuite, un bloc autour du droit des sociétés. Pour ceux qui ont passé le DCG, ça va évoquer beaucoup de souvenirs, ce bloc-là, de droit des sociétés, la constitution, la transformation des sociétés, les instances dirigeantes. On parle beaucoup des SA notamment, la communication des sociétés. Un autre bloc sur l'imposition des affaires internationales, encore un sur le financement de l'entreprise, donc là l'augmentation, la réduction du capital social, le pacte d'actionnaires, les comptes courants d'associés, la société cotée, les obligations, le crédit. Un autre bloc qui s'intitule, de façon un peu, moi je trouve opaque, de l'entreprise au groupe. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on vous met là-dedans? On vous met des morceaux de droit du société, de droit du travail, on vous parle de toutes les obligations que doivent remplir les sociétés quand elles sont organisées dans un groupe, en termes de régime fiscal, en termes de droit du travail, je l'ai dit, les prises de participation, les groupes d'intérêt économique, les groupes européens d'intérêt économique, la location-jurance, les actions de fusion, de scission, d'apport partiel d'actifs. Un autre bloc très important de droit des entreprises en difficulté. Encore un sur la transmission de l'entreprise, les cessions de parts, les cessions d'actions, les donations. Et enfin, un dernier petit bloc sur les associations à but non lucratif. Voilà le programme officiel. Une fois qu'on a vu ça, en général, on est un peu effrayé en se disant « il me reste 112 jours, 15 semaines, j'ai par ailleurs un emploi à plein temps ou à mi-temps. En tout cas, j'ai pas 100% de mon temps à consacrer dans les 15 semaines qui viennent à ce programme. Comment puis-je en venir à bout? » Et c'est tout l'objet de ce live, c'est de vous dire ce qui va tomber le 24 octobre prochain. Je n'ai pas évidemment le sujet qui va tomber, mais je peux vous dire que j'ai de fortes raisons de penser, moi et toute l'équipe de ProConta, qu'il y a parmi tous les thèmes que je viens de vous présenter des thèmes ultra favoris et des thèmes qu'en vrai vous pouvez considérer comme très secondaires. Et c'est ça dont je vais vous parler ce soir. Les programmes sont infinis. Si on voulait les représenter, ils pourraient ressembler à cette grande bibliothèque. Il faudrait, pour aller au bout de ces programmes, si on voulait être perfectionniste, connaître toutes les pages de tous ces gros grimoires. C'est impossible, évidemment. Il va falloir faire des choix. Je vous en ai parlé. Quels sont ces choix? Eh bien, je vais y venir dès maintenant. Il faut se rappeler cette règle d'or, cette loi de Pareto, la loi des 80-20. Vous la connaissez tous, je pense. Salut Edwin qui vient de nous rejoindre. Salut à Boran. Salut à Ismaïl. Salut à Widad. Cette loi de Pareto dont je vous parlais, qu'est-ce qu'elle dit? Pareto, c'est un économiste qui a inventé une théorie qui est très utile dans plein de domaines, mais notamment dans le domaine des révisions, quand on révise un examen. Lui, il nous rappelle, Pareto, que 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Appliqué à un examen comme le DSCG, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 20% du programme, en fait, va fournir 80% des questions. Et qu'inversement, 80% du programme ne fournira que 20% des questions. Et donc, si vous arrivez à isoler ces 20%, à identifier ces 20% du programme qui fourniront l'essentiel des questions qui tomberont le jour J, vous allez pouvoir gagner un temps précieux dans vos révisions. Et c'est ça l'objectif de ce live consacré à l'UE1, c'est de vous donner, de vous expliquer quels sont ces 20% du programme,
sur lesquels il va falloir vous concentrer dans les semaines, dans les 15 semaines qui viennent, dans les 112 jours qui viennent, pour que vous gagniez du temps et que vous réussissiez au bout du compte. C'est ça, moi, qui m'importe avec toute l'équipe de ProConta. Qu'est-ce qui compte pour nous? Pas tellement que vous soyez bon en droit. Tant mieux, si vous l'êtes, tant mieux, ça fera de vous des meilleurs directeurs administratifs ou financiers, des meilleurs consultants, vous serez encore meilleurs dans le cabinet dans lequel vous travaillez. Mais notre objectif, nous, à court terme, c'est que vous réussissiez le DSCG et l'UE1 en particulier en octobre prochain. Alors pour ceux qui me demandent, le live sera, le support que vous voyez là sera téléchargeable à la fin de ce live, donc pas la peine de prendre des notes, soyez tranquille, il vous suffira de cliquer sur le lien qui apparaîtra et vous pourrez télécharger le support avec toutes les slides que vous voyez défiler sous vos yeux. Alors, je commence par vous livrer le fruit d'un grand travail qu'on a fait avec toute l'équipe. Dans les dernières semaines, on a étudié en fait toutes les annales qui sont tombées depuis 2013, donc sur les 6 années de 2013 à 2018. On a passé en revue toutes les questions qui sont tombées et on les a catégorisées, on les a regroupées au sein de ces blocs dont je vous ai parlé. Ce qui nous permet de vous présenter les thèmes qui sont tombés dans les sujets depuis 6 ans et de les classer par ordre d'importance. Et vous voyez que les thèmes qui reviennent le plus souvent, ce sont les thèmes suivants. Groupe d'entreprise, entreprises en difficulté, droit des contrats, droit fiscal des entreprises, droit pénal et droit de société. Si j'en retiens 6, ce sont ces 6 thèmes-là qui vont fournir l'essentiel des questions, qui ont fourni l'essentiel des questions sur les 6 dernières années. Alors si je fais un zoom maintenant sur les 2 dernières années, sur les sujets qui sont tombés, le sujet qui est tombé l'année dernière, en 2018, et celui qui est tombé l'année d'avant, en 2017, et bien si on regarde, on va retrouver les 6 mêmes blocs. Alors pas exactement dans le même ordre, vous voyez que groupe d'entreprise, qui était le bloc le plus représenté en moyenne sur les 6 dernières années, passe en 4e position, mais quand on regarde les pourcentages, il reste vraiment dans le peloton de tête. Donc les 6 blocs sont les mêmes, entreprise en difficulté, droit des contrats, droit pénal, groupe d'entreprise, droit fiscal des entreprises et droit des sociétés. Et c'est très important de se dire que si c'est tombé, ces 6 blocs-là, si ce sont eux qui ont fourni le plus de questions depuis 6 ans et aussi depuis 2 ans, eh bien, qu'il y a fort à penser, fort à parier que ce sont également ces 6 blocs qui fourniront l'essentiel des questions en octobre prochain. Les rédacteurs de l'UE1 du DSCG n'aiment rien tant que la stabilité. Alors évidemment qu'il va y avoir des petites subtilités qui vont apparaître, mais globalement, il ne faut pas attendre dans l'examen du DSCG et à l'UE1 en particulier de grands partis pris, comme on en trouve parfois dans des concours, dans les examens, ça arrive que les concepteurs du sujet choisissent exprès des sujets qui soient en marge du programme, qui essayent de piéger un peu les candidats pour voir comment ils réagissent quand ils sont dépourvus de connaissances. Et bien là, c'est pas du tout le cas. On est face à un examen qui est prévisible, je peux vous le dire, pour bien connaître cet examen et la philosophie de cet examen et l'UE1 en particulier, on est face à un examen qui est prévisible et donc il faut le préparer de façon tactique. Et la meilleure tactique, c'est de faire ce que nous avons fait avec toute l'équipe là, c'est-à-dire de collecter toutes les questions qui sont tombées, de les catégoriser, de vous les présenter comme ça et de vous donner des indications pour vos révisions. Donc on a 6 blocs, 6 thèmes qui fournissent l'essentiel des questions, que ce soit sur les 6 dernières années ou sur les 2 dernières. Et donc je vous mets ma main à couper qu'en octobre, là, le 24 octobre prochain, l'essentiel des questions porteront sur ces 6 mêmes blocs. Alors vous allez me dire, oui d'accord, ok, ça me fait une belle jambe, moi je veux, ça reste quand même un très gros morceau du programme et je ne pourrais pas tout faire au sein de ces blocs-là. D'accord, mais on va aller plus loin, c'est ça l'objet de ce live sur les pronostics, c'est de vous dire que quand on a une approche un peu scientifique, un peu data finalement du programme, quand on mappe le programme, eh bien on peut gagner un temps précieux, on perd un peu de temps au départ parce que c'est du temps qu'on ne consacre pas à apprendre, mais au bout du compte, on est très gagnant. C'est le principe du retour sur investissement que vous connaissez tous parfaitement. Alors, je vous présente maintenant ce que je viens de vous dire de façon un peu différente en vous présentant l'évolution de l'importance de chacun de ces blocs ou des plus importants d'entre eux. Regardons l'évolution de l'importance du droit des contrats. Vous voyez que depuis 2013, le bloc contrat a toujours fourni au moins 20% des questions
dans le sujet de l'UE1, sauf en 2015 où c'était plutôt 15%. Mais on est toujours à 15 ou 20%, donc c'est un incontournable, le droit des contrats. Et évidemment, après le droit des contrats c'est très vaste, mais je vais vous expliquer au sein du droit des contrats ce qui tombe à chaque fois. On constate que ce sont toujours ou presque toujours les mêmes notions. L'évolution de l'importance du droit pénal maintenant. Alors le droit pénal c'est beaucoup moins régulier, vous voyez que c'est une courbe qui est beaucoup plus en dents de scie. On n'avait pas de question de droit pénal en 2014, on en a eu beaucoup en 2015, on en a eu un peu en 2016 et depuis 2017, on constate que le droit pénal prend de plus en plus d'importance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les candidats au DSCG doivent avoir un socle de connaissances en droit pénal qui est de plus en plus important. On considère que le droit pénal des affaires est une compétence qu'il faut maîtriser quand on aspire à des postes à responsabilité dans l'entreprise, en cabinet, et vous devez le savoir, il n'y a aucune raison de penser que cette courbe diminuera. Bien au contraire, si vous suivez un peu l'actualité des affaires et du droit des affaires en particulier, vous constatez que le droit pénal des affaires est de plus en plus dans l'air du temps. Donc cette augmentation significative depuis 2017, je crois qu'il faut s'y attendre encore. Donc en 2019, en octobre prochain, il y aura du droit pénal et ça fournira une partie importante des questions de l'examen. L'importance du droit fiscal, vous voyez que là le droit fiscal ne suit pas la même courbe du tout, mais c'est un incontournable également, ce bloc, c'est très important de s'y préparer. Les questions sont presque toujours présentes, et là encore, on va en parler du droit fiscal et des questions qui tombent. Alors, maintenant, le droit des entreprises en difficulté, ça tombe presque toujours. Vous constatez que c'est un bloc qui a fourni beaucoup de questions dans tous les sujets, sauf une année, sauf en 2015. Donc là, on peut considérer que faire l'impasse sur ce bloc serait une absurdité, parce qu'il y a fort à parier que ça fournira des questions, et ça en fournit beaucoup. Quand vous voyez là, le nombre de questions, c'est 20%, c'est 20% des questions du sujet en 2018 portaient sur les entreprises en difficulté. Et ça a toujours oscillé, à part en 2015, entre 15 et 20%. Donc c'est très important. Le droit de la concurrence, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est tombé une seule fois depuis 2013. Et ça fait partie des blocs dont on pourrait considérer, non pas qu'il faut faire une impasse dessus, c'est pas mon point, mais en tout cas qui sont secondaires. Donc, dans la mesure où vous avez un stock de temps disponible pour vous réviser qui n'est pas infini, eh bien, rappelez-vous ce que disait Pareto, 20% du programme fournira a priori 80% des questions, c'est statistique, eh bien le droit de la concurrence ne figure pas dans ces 20%, c'est plutôt au contraire un bloc qui est allogé dans les 80% du programme qui ne fournissent 20% des questions statistiquement. Et puis, il y a d'autres thèmes qui sont des thèmes que je peux qualifier de peu probables. Le thème sur la transmission de l'entreprise et puis sur les associations. Quand vous regardez la transmission de l'entreprise depuis 6 ans, vous voyez que c'est tombé en 2013, ça fournissait 4% des questions. C'est tombé l'année suivante, en 2014, ça a fourni 10% des questions, puis ça n'est plus jamais retombé depuis. Les associations, ça n'est jamais tombé, sauf en 2015, où là, il y avait un vrai bloc dessus, puisque ça fournissait 15% des questions, mais on peut considérer que ces deux blocs, et le droit de la concurrence aussi, dont j'ai parlé juste avant, sont des blocs secondaires. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas les réviser, je dis que si vous n'avez pas le temps de tout faire, et je pars du principe que vous n'avez pas le temps de tout faire, c'est pas sur ces blocs-là qu'il va falloir vous concentrer vos révisions évidemment. Si vous avez des questions à ce stade, n'hésitez pas. L'objectif d'un live, c'est d'être interactif. Donc, je peux m'interrompre à tout moment pour répondre à vos questions. Mais je continue maintenant en faisant un zoom sur les 6 blocs qui tombent le plus souvent. Avant ça, peut-être quand même, pardon, je fais une parenthèse sur le droit communautaire. Je ne sais pas si vous avez bien en tête que le droit communautaire, c'est donc le droit de l'Union européenne. Donc, toutes les normes qui nous viennent du Parlement européen, qui nous viennent de la Commission européenne, qui prennent la forme de traités, de directives, de règlements, ou la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, eh bien, toutes ces normes-là s'appliquent en droit français. Alors, il y a la question de la hiérarchie des normes, évidemment. Elles ont des valeurs normatives plus ou moins importantes, mais en tout cas, c'est au programme. Le droit européen est au programme. C'est pas un bloc à part, ça infuse plusieurs blocs. On retrouve dans le programme officiel, quand on le lit attentivement, des morceaux de droit communautaire dans le droit de la concurrence. Je vous les ai mis là.
dans le droit fiscal et dans le droit des entreprises en difficulté. Alors c'est un peu perturbant quand on révise de devoir passer du droit interne au droit communautaire, parce que c'est pas du tout le même type de fonctionnement des normes. Quand on a fait du droit, évidemment, on est habitué à ça, mais quand on n'en a pas fait, eh ben, on peut se demander finalement comment s'articule la loi, le règlement en droit interne et les règlements, les directives en droit de l'Union européenne. Ça pose plein de questions, ça perturbe un peu l'esprit. Je peux vous en parler, moi qui ai fait beaucoup de droit, et je dois vous rassurer tout de suite en vous disant, regardez, le poids du droit communautaire dans les sujets depuis 2013, eh bien, le droit communautaire, le droit de l'Union européenne ne fournit que 2%, n'a fourni depuis 2013 que 2% des questions. Donc si j'additionne toutes les questions qui sont tombées depuis 2013, donc, et qui ont fourni les 20 points par sujet depuis 6 ans, donc 20 x 6, 120 points depuis 6 ans, sur les 120 points qui composaient les 6 sujets des dernières années, seulement 2%, donc sur 120 points, ça fait, si je ne me trompe pas, 2,4 points finalement, eh bien 2,4 points sur les 120 portaient sur le droit communautaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas le temps de tout faire, c'est pas par là qu'il faut commencer. Ça veut dire que vous avez le droit de vous concentrer sur le droit interne, et déjà si vous le maîtrisez, et le droit interne de ces 6 blocs sur lesquels je vais revenir, ce sera largement suffisant. Je crois que c'est comme ça qu'il faut aborder l'examen du DSCG, en se disant, moi je veux le réussir, je veux pas tout savoir, c'est impossible, et je vais continuer pour aller dans ce sens en vous donnant des indications plus précises maintenant sur les 6 thèmes sur lesquels il va falloir concentrer vos révisions. Les voici, regardez. Les groupes d'entreprises qui ont fourni 25% des questions en moyenne sur les 6 dernières années. Le droit des entreprises en difficulté, le droit des contrats, le droit fiscal, le droit pénal, le droit des sociétés. Vous devez vous concentrer sur ces 6 thèmes-là. Ce sont eux qui vont fournir l'essentiel des questions. Alors ces 6 thèmes-là, quand on regarde la façon dont se présente le programme, on peut considérer qu'ils fournissent à peu près, qu'ils représentent 60% du programme. Hein, quand on regarde les maquettes pédagogiques des organismes, des écoles qui préparent au DSCG en présentiel, en plein temps pendant l'année, eh bien, ils passent 60% de l'année à peu près à travailler sur ces 6 thèmes. 60% du programme, un programme du DSCG pour l'UE1, c'est en moyenne 1000 pages, hein, ça dépend évidemment des organismes, des instituts, mais globalement, on peut considérer que c'est peu ou prou 1000 pages de polycopiés ou de livres. Donc, si on dit que ces 6 thèmes-là fournissent 60% du programme, c'est à peu près 600 pages, et donc je viens de vous économiser 400 pages. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas juste du tout regarder les 400 pages. Je dis que si vous n'avez pas le temps de tout faire, il faut commencer par ces 600 pages-là. Mais au sein de ces 600 pages, vous allez pouvoir aller droit au but et aller voir 50 points clés qui sont ceux qui vont vraiment fournir les questions. Donc moi, mon objectif, c'est de vous présenter un entonnoir comme ça pour que vous alliez droit au but. Donc sur ces 6 thèmes sur lesquels il faut que vous concentriez vos révisions, vous n'êtes pas censé tout voir, tout n'est pas d'importance égale, donc vous n'êtes pas censé tout apprendre de la même façon. Vous êtes censé commencer par 50 points, et lorsque vous maîtriserez ces 50 points clés, vous pourrez peut-être aller voir les autres. Mais commencez par là, et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir, non pas 10, 11 sur 20 hein, en octobre prochain, mais si vous maîtrisez les 50 points dont je vous parle, c'est plutôt un 15 sur 20 que vous allez pouvoir viser. Et c'est très vérifié ce que je suis en train de vous dire. Je peux vous dire que l'ensemble de l'équipe pédagogique qui a une grosse expérience de la préparation à l'UE1 du DSCG sait parfaitement que c'est ce qui se vérifie chaque année et que c'est comme ça qu'il faut s'organiser pour les révisions. Alors, qu'est-ce qui tombe dans le premier bloc, le thème groupe d'entreprise, qui fournit 25% à peu près des questions qui tombent? Eh bien, il y a 6 points clés qui sont les points qui tombent le plus souvent. Quand on regarde les annales, on remarque que ce sont ces 6 thèmes qui reviennent plusieurs fois dans les sujets, dans les annales. Et donc, il y a fort à parier, si on devait parier, qu'en octobre prochain, eh bien, dans la partie groupe d'entreprise qui sera nécessairement représentée dans le sujet, il y aura probablement ces thèmes-là. Intégration fiscale, abandon de créances, location-gérance, apport partiel d'actifs, fusion-absorption et définition de la participation et de la filiale. Voilà les 6 thèmes sur lesquels il faudra se concentrer dans le premier bloc groupe d'entreprise. Dans le deuxième bloc, entreprise en difficulté, il y en a 10. Il y a 10 thèmes. Quand on regarde les sujets, on a fait un grand tableau Excel, on a tout mind mappé, je peux vous dire, et on voit les récurrences. Et je vous présente là les 10
thèmes, les 10 points du bloc entreprise en difficulté qui reviennent régulièrement. La conciliation judiciaire, la procédure d'alerte et le rôle du CAC, la cessation des paiements, pas cession, mais cessation des paiements, vous aurez corrigé vous-même, la fictivité et la confusion de patrimoine, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs ou perte de valeur d'action, la faillite personnelle, la liquidation judiciaire, le rôle et le pouvoir de l'administrateur judiciaire, le sort des actes accomplis pendant la période suspecte, l'éviction d'un dirigeant et le rôle du juge-commissaire et du contrôleur dans la procédure de sauvegarde. Voilà pour le thème entreprise en difficulté. Vous allez me dire, ça fait déjà beaucoup ces 10 thèmes. C'est vrai, ça fait beaucoup. Sauf que combien de thèmes existent dans ce bloc entreprise en difficulté que je n'ai pas cité? Énormément. Et donc c'est sur cela qu'il va falloir concentrer vos révisions. En droit des contrats, qu'est-ce qui tombe? Eh ben, c'est très fréquent. Annulation du contrat pour vice de consentement, et en l'occurrence c'est beaucoup plus l'erreur qui va intéresser les concepteurs du sujet que le dol ou la violence. Évidemment, parce que ça concerne plus les contrats entre entreprises, l'erreur, que le dol ou la violence, qui concerne, si vous êtes un peu au courant des vices du consentement, davantage les annulations des contrats entre personnes privées. Au niveau de la formation du contrat, ce qui revient de sujet en sujet chaque année, et ce qui devrait revenir, si je devais parier en octobre prochain, c'est la rupture des pourparlers, l'acceptation de l'offre, le moment où l'offre et la demande vont se rencontrer, où le contrat va être formé et va commencer à produire son effet obligatoire, avec la question de l'avant-contrat. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant de ça, mais en tout cas, il y a parfois des avant-contrats qui vont précéder le contrat lui-même. Ça tombe, ça va tomber, ça peut tomber, c'est très probable que ça retombe. C'est tombé régulièrement dans les années précédentes. Le déroulement, la rupture des négociations précontractuelles, ça c'est vraiment le dada des concepteurs. Qu'est-ce qui tombe également en droit des contrats? Bien, les clauses pénales dans les contrats entre professionnels, le pacte de préférence et le contrat de vente. Je vous ai rappelé tout à l'heure qu'il y avait plusieurs contrats qui étaient au programme, notamment le contrat d'entreprise, notamment le contrat d'assurance, mais c'est pas tellement cela qui intéresse les rédacteurs des sujets, c'est surtout le contrat de vente, avec toutes les questions qui vont avec. Donc la détermination du prix dans les contrats cadres, sujet ultra bateau, pas très compliqué, mais c'est facile à connaître. On va y revenir, on aura l'occasion d'y revenir avec Proconta dans les mois qui viennent, dans les 15 semaines qui viennent, les obligations du vendeur, les vices cachés et les clauses de non-responsabilité dans les contrats entre professionnels et consommateurs, avec évidemment le droit de la consommation appliqué au contrat. Comment protège-t-on la partie faible face à la partie forte? Ça, c'est un sujet qui tombe régulièrement. C'est un sujet bateau et il faut l'avoir en tête. En droit fiscal, qu'est-ce qui tombe? Le régime fiscal des intérêts d'un financement entre sociétés, le régime fiscal de la plus-value, de la moins-value, les déductions des aides aux entreprises en difficulté, la proposition de rectification de l'administration, le contentieux fiscal tombe beaucoup, les voies de recours, paiement du supplément d'impôt réclamé, groupe fiscal intégré, imposition du résultat d'une ESNC, les régimes fiscaux particuliers, alors location-gérance, SCI, SARL de famille, cession de SARL, ça tombe souvent, c'est tombé régulièrement les dernières années. L'option d'imposition de la SARL, ça tombe également. La transformation d'une SARL en SAS et les conséquences fiscales d'une fusion. Voici les 11 points sur lesquels il va falloir vous concentrer dans le bloc droit fiscal. En droit pénal, quelles sont les infractions qui tombent? Abus de confiance. C'est très très fréquent. Faux, usage de faux. Il y a, abus de confiance et ABS. Il faudrait le préciser. C'est une autre infraction. Donc il y a de l'abus de confiance, mais il y a aussi l'abus de bien social qui tombe régulièrement. Je l'ai oublié, mais il faut le remettre dans cette slide. Abus de confiance et ABS sont deux infractions qui tombent souvent. Faux, usage de faux, escroquerie, complicité. Quelques questions de procédure. On le voit, c'est pas ce qui tombe le plus, mais c'est pas très compliqué d'avoir les notions. Et comme c'est tombé plusieurs fois dans les années précédentes, je préfère vous le mettre. Donc l'extinction de l'action publique, la disparition de l'infraction, quelle est notamment les prescriptions, les comptes non fidèles, une autre infraction qui tombe, évidemment les obligations du CAC et du commissaire aux apports vis-à-vis par rapport au droit pénal, en termes de droit pénal, quelles sont vos futures obligations si vous exercez un jour ces métiers. La surévaluation des apports en nature tombe aussi souvent, le rôle du ministère public, et le principe de personnalité des peines lors d'une fusion, les conséquences au plan du droit pénal d'une fusion entre entreprises. Et enfin, en droit des sociétés, quels sont les thèmes qui tombent? La transformation des sociétés, donc une SNC qui devient une SA, une SNC qui devient une SAS, l'avenir des cautions,
dans le cadre, suite à une transformation de société, le rôle du commissaire aux comptes dans les SNC, dans les SAS, le rôle du conseil d'administration dans les SA, le cumul, ça va rappeler des souvenirs à ceux qui ont passé le DCG, le cumul de mandats d'administrateurs, membres du conseil d'administration, et d'un contrat de travail. Ça, c'est vraiment sujet bateau, ça tombe tout le temps. C'est facile d'avoir des points là-dessus, c'est facile, c'est bateau, c'est pas très surprenant. Le pouvoir de l'AGO en matière de distribution de résultats, je devrais dire de façon générale, le périmètre, le pouvoir de l'AGO, le pouvoir de l'AGE, quels sont les actes qui dépendent, qui supposent d'avoir une majorité qualifiée, donc l'AGE, et quels sont les actes qui se contentent d'une majorité simple, donc d'une AGO. Il faut connaître ça par cœur, vous le savez pour la plupart, mais il va falloir vous le remémorer, il va falloir être très agile avec ces notions-là. Et enfin, le pouvoir de décision dans le cas d'une fusion, et les différentes étapes du processus, du rapprochement d'une entreprise, que ce soit d'ailleurs une fusion, une absorption, un apport partiel d'actifs, ça marche aussi. Voilà les 50 thèmes sur lesquels il va falloir vous concentrer. 6 blocs, 50 thèmes. Et lorsqu'on a dit ça, eh bien en fait on a fait un entonnoir et on a écarté l'essentiel du programme, en termes de pages, je veux dire. Vous avez devant vous 15 semaines, 112 jours, 1000 pages. Vous n'allez pas vous mettre à lire les pages les unes après les autres. On ne commence pas ces révisions du DSCG en se disant page 1, page 2, page 3, je dois essayer d'aller au bout des 1000 pages. Non, il va falloir être tactique. Et donc pour être tactique, on se concentre sur ces 6 blocs, sur ces 6 blocs et à l'intérieur de ces 6 blocs sur les 50 thèmes que je viens d'exposer et que vous retrouverez dans le document si vous voulez le télécharger à la fin. Alors il y a un 51e thème, je voudrais vous le dire, qui n'est jamais tombé, mais que j'aimerais que vous réintégriez dans vos révisions parce qu'il est dans l'air du temps, parce qu'il est un peu caché dans le programme, mais qu'il est très à la mode selon moi. Ce 51e point, c'est l'entreprise et la dimension environnementale. Donc les obligations en matière de communication notamment des entreprises en matière d'environnement. Pour répondre à Willy, est-ce qu'on peut avoir les résumés des 6 blocs? Donc tu pourras retrouver ça dans le document évidemment, mais avec ProConta, on va vous accompagner jusqu'au 24 octobre, vous inquiétez pas, on va pas vous lâcher, on aura l'occasion de reparler de ces 6 blocs de toute façon. Donc 6 blocs, 50 thèmes, plus 1, et le 51e, c'est donc l'entreprise et la dimension environnementale. Moi, si j'étais rédacteur du sujet, qui tombera le 24 octobre prochain, eh bien moi je vous parlerai d'écologie. Je vous parlerai évidemment, j'aurais envie de savoir lesquels parmi vous s'intéressent un peu aux grands débats contemporains, aux grands sujets qui sont dans l'air du temps. Et parmi eux, il y a évidemment l'environnement. Vous avez vu les scores du parti écologiste aux dernières élections européennes. On ne peut pas complètement déconnecter les révisions du DSCG du monde qui vous entoure. Et en matière de droit des sociétés, il y a des conséquences. Clairement, les entreprises ne peuvent pas faire complètement fi du respect de l'environnement. Il y a des règles juridiques, des règles comptables qui s'imposent. Il faut les connaître. Et ça ne m'étonnerait pas, si je devais parier, alors ce ne sera pas beaucoup de points, mais qui est 2, 3, 4 points qui concernent la dimension environnementale, la communication des entreprises, les obligations de communication des entreprises en matière de l'environnement le 24 octobre prochain. Et c'est des points faciles à avoir parce que ce n'est pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup à apprendre pour réussir. Une fois qu'on a présenté ces points du programme, on n'a pas tout dit parce que ça reste encore beaucoup de travail de maîtriser ces 50 points. Et pour les maîtriser parfaitement, pour que vous réussissiez le jour J, je voudrais vous présenter 5 stratégies gagnantes qui vont vous permettre d'être très efficace dans vos révisions. La première de ces stratégies, c'est la planification. Vous devez, avant de vous lancer dans les révisions de dernière ligne droite du DSCG pour l'UE1, vous interroger sur votre temps disponible. Il n'est pas infini, vous avez tous des agendas différents et vous allez devoir, en fonction du temps que vous voulez allouer à vos révisions, définir un planning de révision parce qu'il n'y a rien de pire que de se lancer dans des révisions sans avoir fait cet effort de planification. D'ici à l'échéance, j'ai donc 15 semaines, 112 jours. J'ai combien d'heures par semaine que je vais y consacrer et qu'est-ce que je vais faire de ces heures-là? Donc planifier comme un professionnel, c'est nécessaire. Et c'est un travail difficile, les révisions. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, je détestais rien tant que mon père quand il me disait « Ah alors, où en es-tu de ton planning de révision ?» À l'approche d'un examen, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Un planning de révision, j'étais un peu perdu. Moi, je prenais une feuille et j'écrivais lundi, mardi, mercredi, jeudi, comme ça, jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, j'essayais de mettre de noircir
farcir tout ça. Donc je me mettais des séances de révision lundi matin, lundi après-midi. En faisant ça, j'essayais quoi? J'essayais juste de répondre à la demande de mon père, qui était une demande pressante, mais je comprenais pas vraiment l'utilité parce que ce planning, finalement, je le tenais pas. Je le jetais à la poubelle et puis finalement, je me mettais à réviser de façon un peu instinctive. Pourquoi je faisais ça? Parce que mon planning, il était trop plein. C'est très important que vous déterminiez votre planning de façon vraiment professionnelle. Ça veut dire quoi professionnel? Ça veut dire que vous appliquiez en fait les habitudes, les méthodes de travail des pros, et si vous êtes déjà en entreprise, vous savez comment on travaille en entreprise, que vous appliquez ces méthodes pour vos révisions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord travailler sur les bonnes unités temporelles. Et là, les unités temporelles, il y en a deux types. Il y a les semaines, je vous en ai parlé, c'est 15 semaines qui nous séparent de l'UE1. Raisonnez pas en termes de mois. En fait, il y a 3 mois et quelques, mais ce n'est pas une unité de temps qui va être très utile pour l'organisation de vos révisions. Il faut parler vraiment de semaine en semaine. Et puis au sein de ces semaines, vous allez loger des séances de travail. Et c'est très important que dans votre planning, je vous le dis tout de suite, vos semaines soient présentées avec des séances de travail qui ne soient pas toutes inscrites par avance. Je m'explique. Il faut partir du principe que vous n'allez pas tenir votre planning de révision. Partir du principe qu'il va y avoir des événements, des cas de force majeure, des soirées qui finissent un peu tard, parfois des vendredis soirs ou des samedis soirs, qui vont amputer votre temps de révision disponible du week-end. Et là, vos belles résolutions vont s'envoler. Et si vous avez un planning de révision qui est déjà complètement noirci jusqu'à l'épreuve, eh bien, le jour où vous allez rater une séance de travail, de révision, eh bien, vous ne pourrez plus la reloger un peu plus tard parce que tous les créneaux seront pris. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir le sentiment de ne pas avoir tenu votre planning, d'avoir un planning qui est obsolète. Et qu'est-ce que vous risquez de faire si ça se reproduit? Vous risquez de jeter votre planning à la poubelle et de vous dire, de toute façon, c'est foutu, j'ai pas tenu mon planning, je vais réviser autrement, je vais réviser un peu à l'instinct. Allez, ce matin, un peu de droit pénal. Qu'est-ce qu'il a dit déjà, le type de pro-compta? Groupe d'entreprise. Ah ouais, tiens, on va faire ça un peu. Groupe d'entreprise plutôt que droit pénal. Et en travaillant comme ça à l'instinct, vous allez naturellement aller vers les blocs que vous appréciez le plus, que vous aimez le plus travailler. Peut-être que ceux qui détestent le droit fiscal, du coup, feront moins de droit fiscal sans s'en rendre compte. Et en fait, faisant ça, vous allez travailler n'importe comment. Donc un planning de révision, c'est un planning dans lequel vous allez devoir sanctuariser des vrais créneaux en les laissant vierges, de façon à ce qu'ils puissent accueillir des séances que vous allez rater, parce que vous allez manquer des séances et vous serez bien content de pouvoir les reloger dans ces créneaux disponibles. Ça, c'est un petit truc qui va vous permettre de tenir votre planning jusqu'au bout. Alors, donc, il faut partir du principe qu'un planning doit être vivant, en fait, doit évoluer et doit se replanifier en permanence. Maintenant, qu'est-ce que vous allez planifier? Vous allez planifier des séances de travail, et je vous le dis tout de suite, de l'avis de tous les grands spécialistes de la méthodologie, l'art d'apprendre à apprendre, l'art d'être efficace, la durée optimale pour une séance de travail, c'est 2 heures. 2 heures. Pas la peine de faire des séances plus importantes. Mettez-vous devant votre bureau pendant des créneaux de 2 heures. Et ne vous lancez jamais, ça c'est un petit truc que je peux vous donner, mais qui m'a été moi très utile quand je l'ai découvert quand j'étais étudiant, et c'est un truc que font beaucoup les professionnels, c'est pour ça que je vous parle de planifier comme un professionnel. Ne vous lancez jamais, disais-je, dans une séance de travail de 2 heures, donc, sans vous demander avant, cette séance sera réussie si quoi? Vous vous asseyez devant votre bureau et avant de vous lancer le chrono de 2 heures, vous prenez 2 minutes et vous vous dites quels sont les objectifs que je me fixe, cette séance sera réussie si quoi. Et vous prenez un petit post-it, un morceau de papier, vous écrivez ces objectifs sur ce papier. Et puis vous vous lancez. À la fin de la séance, au bout des 2 heures, reprenez, je vous en prie, 2 minutes ou 3 minutes pour faire cette fois une rétrospective, pour vous demander si c'était une bonne ou une mauvaise séance. Alors comment est-ce qu'on peut juger si c'est une bonne ou une mauvaise séance? D'abord par rapport aux objectifs qu'on a fixés 2 heures plus tôt. Vous regardez votre papier, est-ce que vous avez fait ce que vous aviez prévu de faire? Si vous n'avez pas pu faire tout ce que vous avez prévu de faire dans votre séance, peut-être que c'est parce que eh bien, vous aviez surestimé votre capacité à travailler. Et dans ce cas, c'était une bonne séance peut-être, mais des objectifs mal fixés. Et du coup, pour les séances suivantes, vous allez probablement être plus modeste dans les objectifs suivants. Peut-être que c'était une mauvaise séance parce qu'en fait, vous n'avez pas été concentré, parce que vous avez fait des pauses clopes, parce que vous avez décroché votre téléphone. Une séance de révision, je vous le rappelle, c'est en mode avion.
hein, et c'est sans pause. 2 heures, on peut tenir 2 heures concentré sans même aller aux toilettes. Donc forcez-vous à avoir le téléphone éteint et à rester concentré pendant 2 heures. Si vous faites ça, des séances de 2 heures précédées de petits objectifs et suivies d'une petite rétrospective, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous regarder travailler, vous allez vous connaître de mieux en mieux dans le travail, vous allez faire des ajustements de séance en séance, et ce sont ces tout petits arbitrages qui, au bout du compte, feront que vous allez réussir, que vous allez devenir très efficace, très productif. Voilà des petites techniques de méthode. Après, il y a les outils de planification, évidemment, que vous connaissez peut-être et qui vous seront très utiles. Il y a des applications de gestion de tâches. Moi, j'utilise Trello, par exemple, une application gratuite qui vous permet de ranger toutes vos tâches dans des colonnes. Une façon très simple d'utiliser Trello, c'est d'écrire pour chaque semaine de révision, par exemple, dans une première colonne à faire, dans une seconde colonne en cours et dans une troisième colonne terminée. Et puis vous mettez dans chaque colonne des cartes qui sont un peu comme des post-it que vous pourriez afficher, mettre, coller sur votre frigidaire, et puis vous déplacez ces cartes d'une colonne à l'autre. Et à la fin de la semaine, il faut que toutes les cartes à faire soient basculées dans la colonne terminée. Mais il y a d'autres outils qui fonctionnent très bien. Il y a Outlook, il y a peut-être Google Agenda. C'est à vous de voir, mais appropriez-vous un outil qui va vous permettre de suivre votre planning de révision à tout moment et de l'adapter en permanence. Ça, c'était mon premier conseil sur la planification de vos révisions. Deuxième conseil, misez sur l'entraînement. Alors, ça, c'est une question importante, c'est quelle part consacrer dans vos révisions à l'accumulation de connaissances et quelle part consacrer à l'entraînement. Alors, si on pose la question à tous les candidats avant l'épreuve, hein, donc si vous faites partie des candidats qui passeront l'UE1 pour la première fois en octobre prochain, si on vous pose la question, selon vous, de quoi votre réussite ou votre échec au DSCG va-t-elle dépendre, hein, de vos connaissances ou de vos entraînements, il y a fort à parier que vous répondrez, comme tous les candidats ou presque avant l'épreuve, des connaissances. Et c'est vrai que la plupart des candidats se disent « je réussirai l'UE1 si je suis venu à bout des programmes le 24 octobre prochain ». Et donc, pour la plupart des candidats, ils se mettent cet objectif en tête et pendant les semaines qui les précèdent du jour J, ils bossent comme des galériens, c'est pour ça que je vous ai mis cette image, avec cet objectif unique, aller au bout des programmes. Il y a 1000 pages, je veux lire les 1000 pages, je veux apprendre les 1000 pages, et si j'y arrive, je réussirai le jour J. Quand on pose la même question aux candidats après l'épreuve, selon vous, en fait, de quoi votre réussite au DCG, si vous avez réussi, a-t-elle dépendu? Des connaissances ou des entraînements? Qu'est-ce qui a fait la différence? Ils disent presque tous le contraire. Ils sont une majorité à dire non, en fait, c'est les entraînements qui m'ont permis de réussir. Et quand on pose la question à ceux qui ont échoué, ils disent la même chose. Regardez les citations, les réponses des anciens candidats qui ont répondu à la question maintenant que vous avez raté et que vous repassez l'épreuve, qu'allez-vous changer à vos révisions? Écoutons-les, ils ont beaucoup de bons conseils à nous donner. Cette fois, je vais aborder les révisions sous un angle pratique. Je vais cesser de lire et lire des tonnes de cours, mais plutôt avancer à partir de cas pratiques concrets. Je ne mentirai plus à moi-même, mais je m'assurerai que j'ai compris un concept ou un chapitre avant de passer au suivant. Ça ne sert à rien de connaître les règles, il y a un pas en trop, si on ne sait pas les appliquer dans un cas pratique. Cette candidate-là, elle touche du doigt, elle montre une situation, elle parle d'une situation assez classique qui est celle des malheureux candidats qui ont bossé comme des fous pendant des mois, qui connaissent énormément de choses, qui ont accumulé des connaissances, mais qui le jour J se sentent dépourvus face au sujet, qui ne voient pas bien peut-être où le concepteur du sujet veut en venir, qui du coup passe à côté du sujet et qui, quelques heures, quelques minutes parfois après être sortis de l'épreuve, en discutant avec leurs camarades, avec ses camarades, réalisent que en fait ils avaient les connaissances, mais ils n'ont juste pas vu là où le rédacteur du sujet voulait en venir. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, ne surestimez pas les connaissances et ne sous-estimez pas les entraînements. C'est très, très important de vous entraîner. Ça sert à rien d'apprendre, et puis pendant les jours qui précèdent, d'essayer de faire des sujets. Il faut en permanence lier l'apprentissage des connaissances et l'application des connaissances. Ça va se jouer beaucoup plus sur votre capacité, le jour J, face au sujet, à mobiliser vos connaissances, à les faire remonter à la surface, à comprendre ce qu'on attend de vous et à restituer
ces connaissances que vous avez en face de vous qu'à réciter en fait vos connaissances bêtement. Donc il y a en fait un vrai raisonnement, une vraie méthode à acquérir qui consiste à savoir appliquer ces connaissances beaucoup plus qu'à les réciter. Troisième conseil pour vos révisions, si vous faites des fiches, parce que certains n'en font pas, mais je sais que vous êtes nombreux à en faire, faites de vraies fiches. C'est quoi une fiche? Un petit rappel. Pourquoi on fait des fiches en fait? On a déjà des livres, parfois des polycopiés, toute l'information disponible, mais il y en a qui font des fiches en plus. À quoi ça sert? En fait, une fiche, c'est un traitement personnalisé de l'information qui se trouve déjà dans vos polycopiés ou dans vos livres et qui sert d'ancrage mémoriel long terme. Le pari, c'est que si vous faites une fiche, vous retiendrez l'information plus longtemps que si vous n'aviez pas fait cette fiche. Alors ça fonctionne effectivement, c'est une technique de mémorisation classique, mais ça ne fonctionne que si vous faites des fiches qui sont dignes de s'appeler des fiches, c'est-à-dire des vrais traitements personnalisés de l'information. Ce que je veux dire, c'est que si vous faites des fiches qui ressemblent à ça, en fait, je vous l'annonce, ce ne sont pas des fiches. Ces fiches-là ne servent à rien d'autre qu'à vous rassurer. Vous écrivez sur un Bristol des éléments de connaissances qui se trouvent dans un polycopié ou dans un livre. En général, vous essayez de prendre les éléments les plus importants, mais vous pouvez le faire presque machinalement. Votre esprit peut vagabonder à autre chose. Et ce que vous restituez sur votre fiche Bristol n'est pas un traitement personnalisé de l'information. Et donc, ça ne joue pas, ces fiches-là, leur rôle de ancrage mémoriel long terme. Vous n'allez pas mémoriser davantage si vous faites des fiches comme ça. Si en revanche vous faites des fiches vraiment personnelles, des fiches qui ne ressemblent qu'à vous, des fiches qui ne ressemblent pas à celles de votre voisin, des fiches qui vous permettent de représenter l'information vraiment de la meilleure façon, après l'avoir digérée. Ça suppose d'avoir vraiment réfléchi à la façon dont vous allez écrire, transposer l'information. Et bien là, ça fonctionnera. C'est quoi une fiche vraiment personnalisée? C'est une fiche dans laquelle vous avez le droit de mettre des exemples qui n'appartiennent qu'à vous. Peut-être des blagues. Moi, j'ai lu énormément de cours ou de fiches de mes camarades qui contenaient des blagues que je considérais comme stupides. Des blagues nazes. Mais en fait, sans le savoir, ces camarades qui se faisaient des petits délires pédagogiques, intégraient dans leurs fiches ou dans leur cours ce qu'on appelle des crochets mémoriels, parce que quand on fait une blague, aussi naze soit-elle, à propos de l'apport partiel d'actifs, en fait, on est beaucoup plus capable de se rappeler des conditions de l'apport partiel d'actifs et de son régime que si on n'avait pas fait cette blague. Ça paraît dingue, mais ça fonctionne comme ça, la mémoire. Moi, par exemple, si je devais aujourd'hui préparer le DSCG, mes fiches, elles ressembleraient à ça. C'est-à-dire à une sorte de plan. Parce que comme beaucoup de questions du sujet sont présentées sous la forme d'un cas pratique, pour me poser les bonnes questions, pour avancer dans la qualification, pour passer d'une situation de fait à une situation de droit, j'aurais envie de représenter l'information un peu comme un plan, un peu comme un Google Maps. Mais ce n'est pas comme ça que vous devez faire vous. Vous devez vous demander comment vous avez envie de restituer l'information. Donc ça, c'était mon petit topo sur les fiches qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. Redemandez-vous vraiment comment vous allez traiter l'information de façon personnalisée. Quatrième conseil, j'en ai presque terminé, soyez encore un peu patient, rendez de belles copies. Il faut que vous compreniez ce qui va se passer quand votre correcteur, quelques semaines après l'épreuve, va récupérer une pile de copies comme ça, voilà, et qu'il va prendre la vôtre au-dessus de la pile et qu'il va commencer à la lire. Qu'est-ce qu'il va faire, ce correcteur? Il va faire, parce qu'on en connaît, je peux vous dire, des correcteurs de l'UE1 du DSCG. On en connaît et on les a interrogés. Il y en a qui sont dans l'équipe de ProConta d'ailleurs, et ils nous ont dit, voilà ce que je fais quand je prends une copie. C'est intéressant de passer de l'autre côté des coulisses et de comprendre à quelle sauce vous allez être mangé, quels sont les critères de votre correcteur. On va revenir dans quelques semaines, le 15 juillet prochain, avec un live autour de qu'est-ce que c'est qu'une bonne copie, une belle copie, une copie qui va taper dans l'œil tout de suite de votre correcteur. Mais je déflore un tout petit peu ce que vous dira Frédéric Bottaro qui animera ce live, ce qui vous dira sans doute, chacun a sa façon de vous présenter ce truc, mais qu'est-ce qui va se passer quand votre correcteur prendra votre copie? Il va la regarder, il va la feuilleter d'abord et il va l'apprécier dans sa globalité. Il ne va pas se mettre à la lire tout de suite. Il va la regarder comme ça, bras tendus, il va l'appréhender dans son esthétique. Et il va se faire un premier jugement de votre copie. Rien qu'à la façon dont vous avez écrit,
Est-ce que ce sera agréable à lire ou pas? Est-ce que ce sera du stylo plume ou pas? Est-ce qu'il y aura des ratures ou pas? Est-ce que vous allez être dur à déchiffrer ou pas? Est-ce que la copie semble achevée ou pas? On le voit d'un seul coup d'œil, hein, quand on a corrigé des milliers de copies, ils ont un laser dans les yeux, hein, je peux vous dire. Eh bien, en quelques secondes, en feuilletant votre copie, sans avoir lu une ligne, ils vont être capables de se mettre déjà en tête une première note psychologique. Ça veut dire qu'ils vont forcément avoir une première impression. Et vous savez ce que disait Montesquieu, la première impression, méfiez-vous-en, Talleyrand, pardon, c'était Talleyrand qui disait ça, méfiez-vous de la meilleure impression, la première impression, c'est la bonne. Méfiez-vous de la première impression, c'est la bonne. Votre copie va renvoyer à votre correcteur dans les premières secondes une première impression qui sera bonne ou mauvaise, et à cette impression sera associée une note psychologique. Et après, il va lire votre copie, votre correcteur, et il va évidemment rentrer dans le détail, et la note qu'il vous mettra à la fin sera largement déterminée par ce que vous avez écrit vraiment, mais elle sera aussi influencée par la note de départ, cette première note psychologique que le correcteur se sera fait en feuilletant votre copie bras tendu la première fois. Et là, on voit bien la différence entre deux copies. Une copie écrite au bic et du coup avec des ratures qui va être difficile à déchiffrer, et une copie écrite au stylo plume agréable à lire. Et bien dans le premier cas, je peux vous dire qu'il y a un malus de départ qui va être difficile à rattraper. Et que dans l'autre cas, au contraire, vous envoyez à votre correcteur un signal de respect, un signal de facilité. Il va avoir moins d'efforts à fournir et il va vous remercier pour ça. Donc, travaillez en fait votre écriture, travaillez aussi le respect de la langue française sous tous ses angles, la grammaire, l'orthographe. Réglez votre compte avec les quelques fautes d'orthographe que vous faites sans arrêt. Vous n'imaginez pas le nombre de points que vous pouvez gagner si vous ne faites plus de fautes d'orthographe. Je vous dirai comment on travaille là-dessus chez ProConta. Et puis 5e conseil, forgez-vous un mental d'acier. Ça se joue vraiment là-dessus aussi. Ce que nous disent les candidats qui ont passé le DSCG, qui ont réussi, c'est faut vraiment pouvoir tenir bon d'un bout à l'autre, ne jamais fléchir. On est tenté d'abandonner, c'est sûr. Vous n'aurez jamais le sentiment d'être prêt face à de tels programmes. On n'a jamais le sentiment d'avoir été au bout. On n'a jamais le sentiment d'être prêt, et ça n'est pas grave. On n'est jamais prêt de toute façon. Et donc vous allez vivre avec un sentiment d'inconfort. Ce sentiment d'inconfort qui vous dit là, je suis dépassé par les événements, ce n'est pas le signal que vous êtes mauvais. Ce n'est pas le signal que vous êtes en retard. C'est le signal que vous êtes candidat à un examen très vaste, très difficile, et il faut donc gérer, vivre avec ce niveau d'inconfort, gérer ce stress, ce retard. Et ce que j'aime bien, moi, dans ce sentiment d'inconfort, c'est qu'il va vous forcer, si vous l'écoutez un peu et si vous réagissez de la bonne façon, si vous vous appuyez sur lui, sur ce sentiment d'inconfort, il va vous forcer à aller droit au but. Il va vous guider vers les bonnes priorités, ce sentiment d'inconfort. Donc, c'est pas négatif de sentir qu'on est dépassé et qu'on n'arrive pas à tenir les objectifs qu'on s'était fixés. Ça veut dire que vous devez vous concentrer sur ce qui a de la valeur pour vous. Évidemment, les 6 blocs et les 51 points dont j'ai parlé, mais au-delà de ça, ce qui, selon vous, est votre lacune. Et donc, vous allez voir, écoutez cette petite voix qui vous dit « tu n'y arriveras jamais, tu es en retard » et transformez-la en « ok, bah, je vais repositionner mon planning, je vais aller au bout ». Et rappelez-vous dans ces moments-là que si vous n'avez pas le sentiment d'être prêt, personne, aucun autre candidat ne peut avoir le sentiment d'être prêt. Donc, vous êtes juste candidat au DSCG et il faut aller au bout et continuer de façon digne et avoir au fond de vous une forme de niaque. Alors, qu'est-ce que c'est que se forger un mental d'acier? C'est rester concentré tout du long, ne pas commencer à faire des pronostics. Oh là là, je pense qu'à l'exercice en pénal, si je me tape si je prends 1 point, ce sera maximum, mais en droit des contrats, je pense que je peux être au contraire cartonné. Ne faites pas ces petits pronostics idiots, ça vous fait perdre du temps. Restez concentré sur l'accumulation des connaissances et sur les entraînements beaucoup. Gardez confiance en vous. Rappelez-vous que vous êtes légitime. Si vous êtes inscrit au DSCG, c'est que vous avez les diplômes nécessaires pour le passer déjà. Et donc, vous êtes là, vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez toutes les raisons de penser que vous allez réussir. Et ça, il faut vous en faire une conviction. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous pouvez réussir.
votre retard, il faut le gérer, comme je vous l'ai dit juste avant. Et puis, il faut se rappeler, pour ceux qui sont des pessimistes, qui ne croient pas en eux, qu'on a tous une heure de gloire dans la vie. Et que si vous n'avez jamais été un étudiant bon dans les études, si vous avez l'impression que mémoriser toutes ces connaissances, c'est pas fait pour vous, que vous êtes en retard, que vous êtes moins bon que les autres, rappelez-vous qu'on a tous une heure de gloire dans la vie et que c'est peut-être maintenant qu'arrive la vôtre. Je veux dire que celui qui était, par exemple, premier de ma classe en terminale, je me rappelle très bien de lui, Thomas. Thomas, je l'ai LinkedIné il y a quelques semaines là. En fait, après le bac, il a eu le bac avec 17,8 de moyenne, il était premier depuis le troisième. Bon, après le bac, il n'a pas fait des études flamboyantes. Moi, ceux qui étaient dans mon amphi à la fac de droit, qui étaient les majors, ils sont pas devenus avocats, ils ont raté l'examen. Et c'est pas eux qui ont fait les plus belles carrières. Et donc mon point, c'est de vous dire, on a tous une heure de gloire dans la vie, et la vôtre est peut-être maintenant. Et pour illustrer ce mental d'acier qu'on trouve souvent chez les champions, et pour vous dire comment vous pouvez, quelle est la bonne attitude à adopter face aux 15 semaines qui vous séparent maintenant du jour J, je vous montre cette petite vidéo de Floriane Gay, que vous avez peut-être déjà vue parce qu'elle a buzzé pas mal. C'est une athlète française qui a fait probablement la plus incroyable remontée dans le cadre d'un 4x400 mètres. Donc on est dans un relais 4x400 mètres. Floriane Gay représente l'équipe de France. Elle est 4e, elle est très en retard, ça dure 1 minute. Regardez cette course et dites-vous que vos révisions dans les 15 prochaines semaines doivent ressembler à ça. Floriane Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zlikova qui vient attaquer la Russe, là ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est 4e, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps Floriane, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floriane a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adéoyer, alors que Floriane donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer les Russes. Quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Vous voyez Floriane Gay, elle n'en revient pas elle-même à la fin, elle n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer, elle n'avait aucune raison d'y croire. Vous voyez le début de la course, même presque à la fin de la course, elle est totalement distancée par ses adversaires. Qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu d'abandonner, elle reste concentrée. Regardez, je vous rappelle quelles sont les conditions, les ingrédients d'un mental d'acier qu'on retrouve chez les champions et en particulier chez cette championne-là. Elle reste concentrée. Elle garde confiance en elle, alors qu'elle n'a aucune raison rationnelle de penser qu'elle a une chance, la moindre chance. Elle assume son retard, elle ne lâche rien, et au bout du compte, elle attrape son heure de gloire. C'est comme ça que vous devez vous comporter dans les 112 jours qui viennent. Il faut que vous arriviez à tendre en vous un ressort intérieur qui va vous permettre de faire cette extraordinaire remontée si par hasard vous avez l'impression d'être un peu en retard. Alors, merci de m'avoir écouté. Je vous dis un mot maintenant de qui nous sommes. Proconta, notre objectif à Proconta, c'est qui préparons en ligne des candidats au DCG, au DSCG. Notre objectif, c'est de vous faire réussir l'UE1 en quelques semaines. On a une connaissance pointue des thèmes qui tombent le jour J et de la méthode qui va taper dans l'œil de votre correcteur. Et on va vous accompagner. Comment? Je vais vous expliquer maintenant. Notre préparation à l'UE1, pour laquelle les inscriptions sont ouvertes, va démarrer en septembre prochain. 2 masterclass en live de méthode avec probablement celui qui est le plus grand expert de l'UE1. Il a écrit des livres sur le sujet. Il va vous expliquer quels sont les points d'inflexion sur lesquels il va falloir jouer pour gagner beaucoup de points. Les questions qui vont tomber, il va travailler sur les questions de cours qui se cachent dans le cas pratique, les questions de cas pratique elles-mêmes, l'analyse de documents. Il va vous donner la méthode, une méthode époustouflante d'efficacité pour maîtriser le raisonnement binaire attendu, donc la qualification juridique, l'opération intellectuelle juridique par excellence, pour passer d'une situation de fait à une situation de droit. Après ces 2 masterclass en live, vous aurez une épreuve blanche qui est conçue pour coller exactement à ce qu'on attend de vous et
pour contenir les questions dont on pense, les thèmes dont on pense qu'ils tomberont le 24 octobre prochain. Cette épreuve blanche sera suivie d'un séminaire de correction en live par Frédéric Bottaro et votre copie que vous nous aurez envoyée vous sera retournée, corrigée en vidéo. Qu'est-ce que c'est que la vidéo correction? La vidéo correction, c'est que plutôt que de vous retourner votre copie corrigée de façon manuscrite, comme vous avez toujours reçu vos copies corrigées dans le passé, eh bien là vous allez avoir un message pour vous dire votre copie a été corrigée, rendez-vous sur votre plateforme et vous vous connectez sur votre plateforme avec votre mobile si vous voulez et sur notre plateforme de vidéo correction qu'on appelle notre espace devoir, vous allez découvrir une vidéo qui est la vidéo de votre correcteur qui se sera filmé en corrigeant votre copie. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Regardez. L'article 1109 du Code civil, c'est très bien. On commence par une majeure bien construite. C'est important à chaque fois d'avoir une majeure avec les bons articles et les bons textes s'il n'a été donné par erreur, s'il a été extorqué. C'est très très bien là. C'est très bien de citer tout de suite l'article 1118 du Code civil sur la lésion. Petite précision. Alors pourquoi ça change tout, la vidéo correction? Ça change tout parce que quand on reçoit une copie corrigée de façon manuscrite, on passe en général quelques secondes, quelques dizaines de secondes dessus. Même les plus motivés, les meilleurs élèves passent rarement plus de 2 à 3 minutes dans leur copie corrigée de façon manuscrite. Ils regardent la note. Moi, je suis le premier à l'avoir fait quand j'étais étudiant. On regarde la note, on regarde l'appréciation générale, quelques secondes, on feuillette un peu et on la range dans un tiroir. Et c'est absurde quand on y pense parce que la copie corrigée, c'est là que vous devriez passer le plus de temps. Les erreurs que vous allez faire dans ce devoir, vous avez le plus de toutes les chances de les refaire le jour J. Et donc pour que vous ne les refassiez pas, il faudrait que vous regardiez normalement le commentaire de votre correcteur, chacun des commentaires pour chaque erreur. Et là où en général on passe 30 secondes, 1 minute, 2 au maximum parfois dans une correction manuscrite, dans une vidéo correction qui dure parfois 20 minutes, 25 minutes, eh bien on passe ces 20 minutes, ces 25 minutes en compagnie de votre correcteur et on découvre ce qui se passe dans sa tête à lui quand il corrige votre copie. Et on pénètre ce qu'on appelle la psychologie des correcteurs. Ça change tout quand on a ces copies vidéo corrigées parce qu'on comprend une fois pour toutes là où on perd des points, là où on gagne des points. On comprend aussi comment la note finale est fixée. Votre correcteur va, en commentant à voix haute votre copie, et aussi en la notant bien sûr, mais en la commentant à voix haute, il va produire près de 10 fois plus d'informations que s'il corrigeait de façon juste manuscrite. Quand un correcteur vous écrit dans la marge « mal dit », par exemple, ça vous fait une belle jambe. Mal dit, d'accord, mais comment est-ce que j'aurais dû le dire ou l'écrire plutôt? Là, votre correcteur, parce qu'il est en vidéo, va vous expliquer comment vous auriez dû le dire ou l'écrire plutôt. Il va vous faire un vrai cours sur la notion, il va vous faire un vrai cours sur la méthode. Vous n'imaginez pas, on a corrigé plusieurs milliers de copies comme ça en vidéo, et vous n'imaginez pas les retours de nos étudiants qui nous disent à 99% que la copie en vidéo est beaucoup plus efficace que la copie manuscrite, qu'ils ont passé beaucoup plus de temps devant, qu'ils ont compris grâce à ce format vidéo les blocages avec lesquels on les a poursuivis parfois pendant de nombreuses années pendant qu'ils étaient étudiants. Ils ont eu des illuminations, des déclics pédagogiques. Et donc, dans cette préparation de dernière ligne droite à l'UE1 qu'on vous propose, il y aura une épreuve blanche suivie d'une vidéo correction. Vous recevrez votre vidéo correction et vous pourrez comme ça comprendre vraiment là où vous perdez des points et vous corriger dans la dernière ligne droite. Donc, cette préparation à l'UE1 comprend des masterclass en live que vous retrouverez sur notre espace de vidéo en live, non pas sur Facebook, mais un espace sécurisé réservé à nos élèves. Vous pouvez y avoir accès sur PC ou sur mobile, évidemment, et vous pourrez retrouver tous ces lives en replay. Vous aurez accès à votre copie vidéo corrigée. Vous pourrez aussi voir les bonnes copies, les meilleures copies des élèves. Vous aurez accès aux notes, la moyenne des meilleures notes, la moyenne des moins bonnes notes. Vous aurez accès à la correction officielle du devoir, évidemment. Cette préparation, on veut qu'elle soit accessible à tous. Donc je vous le dis, elle fait l'objet d'une promotion en ce moment jusqu'au 31 juillet prochain. Cette préparation, donc les 3 masterclass, le devoir vidéo corrigé et l'accès à tous les replays est proposé au tarif de 50 €. Et j'ajoute que nous avons fait le choix, avec toute l'équipe de ProConta, de vous faire une promesse très forte qui est un engagement de remboursement. Si vous échouez à l'UE1,
en octobre prochain. Hein, c'est pas à l'UE1 dans les années qui viennent. Nous avons tellement confiance en notre méthode, nous avons tellement confiance en l'efficacité d'une vidéo correction et en les points d'inflexion qu'on va vous proposer. Notre savoir-faire sur les thèmes qui sont attendus le 24 octobre prochain est tel qu'on a envie de s'engager avec vous. Ça veut dire que si vous échouez à l'UE1, on vous remboursera l'intégralité du prix de la préparation. Alors, s'engager avec vous, ça veut dire qu'on attend quand même de vous plusieurs choses. Et je vous le dis, c'est un vrai engagement de remboursement. Il n'y a pas des clauses dans le contrat en police de caractère minuscules qui vont nous permettre de ne pas vous rembourser. Non, pas du tout. On vous remboursera vraiment, à condition quand même que vous ayez rempli 3 conditions. D'abord, il faudra que vous ayez suivi nos 3 masterclass en live ou en replay. Ça devrait être accessibles pour chacun de vous. Elles se dérouleront entre début septembre et le 24 octobre. Il faudra vous avoir rendu l'épreuve d'entraînement. Ah ouais, on ne s'engage pas sur votre réussite si vous ne nous rendez pas la copie parce qu'on pense que cette vidéo correction va vous ouvrir les yeux et va vous faire gagner de nombreux points pour le jour J. Et puis, il faut évidemment avoir passé l'examen. Si vous avez rempli ces conditions et que vous avez échoué, dans les 15 jours qui suivront les résultats, on vous remboursera immédiatement. Et on le fait parce qu'on aime bien l'idée de se mettre en danger et d'avoir le même objectif que vous. C'est-à-dire qu'on va tout donner jusqu'au 24 octobre pour que vous réussissiez parce qu'on y a vraiment intérêt pour ne pas avoir à vous rembourser. Et parce que vous êtes très motivé et parce que nous, on est très motivés aussi, on pense qu'on va pouvoir avoir des résultats exceptionnels. C'est ce qui s'est passé dans le passé, c'est comme ça que nos professeurs aiment travailler en se disant « moi, je fais le pari, je m'engage avec mes étudiants et je leur garantis la réussite ». Les prochains rendez-vous. Alors, à côté des 3 lives dont je vous ai parlé qui auront lieu en septembre sur notre plateforme de live, à côté du devoir qui fera l'objet d'une vidéo correction et auquel vous accéderez sur votre espace devoir, on vous expliquera tout ça si vous vous inscrivez chez nous. Vous aurez d'autres lives qui sont des lives gratuits cette fois qui se dérouleront sur la page Facebook de ProConta. Il y en a un prochain qui aura lieu bientôt le 15 juillet avec Frédéric Bottaro sur le thème de la copie gagnante. Donc Frédéric, il est un des très grands experts de l'UE1 comme je le disais. Vous voyez, il a écrit plusieurs livres sur l'épreuve, notamment celui-ci. Et il vous animera un live sur la copie gagnante, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va falloir mettre dans votre copie pour taper dans l'œil de votre correcteur. Moi, je vous ferai un live d'entraînement. Alors, ça ressemblera à quoi? Je vais faire un live d'entraînement sur les 50 points dont je vous ai parlé, qui sera un live pour nos élèves. Je vous donne un exemple de ce que c'est qu'un live d'entraînement. Là, on est en direct et je vous propose une petite question qui porte sur un des 50 points qu'il faut maîtriser. Et on va voir si vous êtes un peu chaud. Je vais essayer de vous mettre un peu en tension. Je vais rendre l'antenne dans quelques instants, mais je voudrais juste avant que vous participiez tous à ce micro-exercice pour vous tester un petit peu et voir si vous êtes avec moi. Voilà une question type qui peut tout à fait tomber le 24 octobre prochain. Le frère du PDG de la SA Floralis a été nommé membre du conseil d'administration. En fait, c'est pas de surveillance, c'est CA qu'il faut lire l'année dernière. À court d'argent, il aimerait compléter ses revenus avec un salaire. Est-ce que c'est possible? Donc, je vous attends dans le chat. Dites-moi, allez-y. L'objectif d'un live d'entraînement, c'est de faire des séries de questions comme ça. Alors, il y aura des questions faciles, des questions moyennes, des questions difficiles. Il y aura à chaque fois un indicateur de difficulté que je vous présenterai. Ça, c'est une question moyenne, par exemple. Mais je veux, pour que ce soit efficace, que vous interagissiez avec moi. Donc, dites-moi, allez-y, dans le chat, si vous êtes encore là, connecté. Et je sais que vous êtes encore là. Ce que vous répondriez si une question comme celle-là tombe le 24 octobre prochain. Alors, je vous relis le sujet. Le frère du PDG de la SA Floralis a été nommé membre du conseil d'administration l'année dernière. À court d'argent, il aimerait compléter ses revenus. Est-ce que c'est possible? Alors, est-ce que les réponses commencent à arriver? C'est ça l'intérêt du live, c'est que vous êtes censé pouvoir donner votre avis et c'est comme ça qu'on a vraiment des cours interactifs. Boran me dit oui, c'est possible, convention réglementée, point d'interrogation. Alors, d'abord, il faudrait que vous me disiez, si vous le savez, de quelle partie du programme il s'agit. C'est très important quand on révise de se dire oui, je vois très bien de quel point il parle. Hein, on est en quoi? On est en droit fiscal, en droit des sociétés, on en est où? Issam me dit il s'agit d'une convention réglementée qui devra être approuvée par l'AG. C'est vrai, absolument. Alors, quels sont les termes de l'énoncé qui doivent attirer notre attention?
Riyad me dit, il a le droit à des jetons de présence. Oui, mais regardons bien les termes, parce que le but, c'est pas de réciter votre leçon, c'est de vous demander ce qu'on attend de vous. Je relis le sujet. Le frère du PDG de la SA a été nommé membre du conseil d'administration et il est à court d'argent. Il aimerait compléter ses revenus avec un salaire. Donc c'est déjà un peu bizarre, il faut se le dire, de vouloir être salarié juste pour compléter ses revenus. Ça sent un peu l'emploi fictif, quand même. Et donc on peut se rappeler quelles sont les conditions du cumul des mandats, parce que Moussa, tu as raison, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la question des conditions d'un cumul entre un poste d'administrateur et un contrat de travail. Et donc, il y a 5 conditions. Je vous les rappelle, pour pouvoir être à la fois salarié et membre du conseil d'administration, il faut d'abord qu'il y ait un tiers au maximum des membres du conseil d'administration qui bénéficient d'un contrat de travail, pas plus. Donc il faut se demander d'abord combien il y a de membres dans le conseil d'administration qui sont déjà salariés et combien il y a de membres en tout dans le conseil d'administration. Deuxièmement, il faut que le contrat corresponde à un emploi réel et effectif. Il faut qu'il y ait un lien de subordination. De troisième part, il faut que les fonctions soient bien distinctes. C'est pas les mêmes missions quand on est administrateur et quand on est salarié. Et il faut enfin, vous l'avez dit pour plusieurs d'entre vous, que la procédure des conventions réglementées soit respectée. Quelles sont parmi ces 5 conditions celles qui attiraient un peu votre attention, qui pouvaient poser des difficultés? Alors, je les ai entourées en jaune, c'est la 2 et la 4. En fait, je vous ai remis le sujet. Quand on vous dit à court d'argent, il aimerait compléter ses revenus avec un salaire, on peut se poser la question de quoi? De l'emploi réel effectif. Il ne faut pas juste qu'il signe un contrat pour avoir un salaire, il faut aussi qu'il ait effectivement un vrai emploi réel et effectif. Et enfin, 4e condition, que les fonctions soient vraiment distinctes. Et ça n'est que si ces 2 conditions sont respectées, et au vu de la façon dont l'énoncé est rédigé, on a des raisons sérieuses d'en douter. Alors c'est seulement si ces conditions sont respectées que le cumul sera autorisé. Et évidemment, il faudra par ailleurs qu'il y ait un lien de subordination, mais celui-là, il paraît réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de penser que l'employeur et lui, même s'ils sont frères, n'auront pas de lien de subordination. On ne sait pas si la convention réglementée sera respectée, mais on peut partir du principe que oui. En revanche, sur la question de l'emploi réel effectif et des fonctions distinctes, là, on peut se poser la question et donc on doit mettre en garde. Et c'est ça qu'on attend de vous. C'est attention. Attention, là, tel que le sujet est rédigé, le à court d'argent nous laisse penser que peut-être la condition 2 et la condition 4 ne sont pas réunies. C'est comme ça qu'il faut réagir face à l'épreuve. Et c'est pour ça que je vous dis que d'apprendre votre cours ne suffira pas. Il va falloir appliquer vos connaissances avec un regard critique et un bon raisonnement. Et c'est ça l'incroyable méthode qui vous sera enseignée dans la préparation de dernière ligne droite, c'est comment faire en sorte d'arriver à appliquer de la bonne façon, avec la bonne méthode, la méthode attendue par le correcteur, les éléments de connaissance que vous aurez évidemment tous le 24 octobre prochain. Alors, on va se quitter là, mais je vous encourage d'abord à rejoindre le groupe Facebook DSCG Entraide et Partage, un groupe dédié à l'UE1. Allez-y tous, invitez-y vos camarades. L'objectif, c'est que dans ce groupe, vous puissiez poser vos questions et que dans les 15 semaines qui viennent, je puisse y répondre, mais je puisse aussi, avec l'ensemble de l'équipe, diffuser des vidéos qui seront réservées à ce groupe et qui seront des petites vidéos de conseils. C'est complètement gratuit. Allez-y, profitez-en. Pour le support, si vous le souhaitez, il est en téléchargement maintenant, il n'y a plus qu'à cliquer sur le lien, allez-y, on vous posera quand même quelques questions. Ça m'intéresse beaucoup que vous me disiez dans le petit formulaire qui précède le téléchargement du document, si ce live vous a été utile, qui vous êtes pour pouvoir adapter nos prochains lives. Dites-moi si quelle est votre situation, si vous voulez qu'on insiste sur tel et tel point. Enfin, allez-y, racontez-nous un peu, dites-nous qui vous êtes pour qu'on puisse suivre au mieux vos besoins. Et si vous voulez en savoir plus sur notre offre et sur notre site et réserver votre place, il suffit de vous inscrire. Alors attention, parce que ProConta, ça s'écrit dans la barre d'adresse pro-conta.fr. On a des petits problèmes de référencement sur Google en ce moment, je peux vous le dire. Donc si vous tapez juste ProConta dans Google, vous risquez de tomber sur un cabinet d'experts comptables de Besançon qui n'a rien à voir avec nous et que vous contacterez peut-être si un jour vous voulez travailler chez eux là-bas. Mais en attendant, pour avoir le DSCG, c'est plutôt pro-conta.fr
pro-conta.fr qu'il faudra taper dans la barre d'adresse. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'avais promis que je dépassais pas 1 heure. J'ai un peu débordé, mais c'est emporté par mon enthousiasme. Je finis par un dernier point. Mon conseil, c'est aussi que vous arriviez, que vous parveniez à passer un bon moment dans les 15 semaines qui viennent. Ce que je veux dire, c'est que la période de révision intense qui vous attend ne doit pas être forcément une mauvaise période, une période pendant laquelle on sacrifie son été, voilà, c'est tout, on travaille comme des chiens, mais pour le meilleur ensuite. Non, essayez de prendre du plaisir à réviser. Moi, je sais que dans les révisions que j'ai fait pour les nombreux examens que j'ai passés dans le passé, j'avais réussi à prendre du plaisir à réviser quand je m'étais senti vraiment progresser. Et donc, si vous travaillez correctement, si vous suivez nos conseils, si vous nous faites confiance et que vous choisissez de vous inscrire dans cette préparation de dernière ligne droite, vous devriez normalement vous sentir vraiment en situation de progression. Vous allez sentir que vous maîtrisez enfin la méthode attendue, que les éléments de connaissance s'imbriquent bien entre eux, et le jour J, vous allez voir que tout devrait se passer de façon fluide. C'est ça notre objectif, que vous réussissiez, c'est pour ça qu'on s'engage, c'est pour ça qu'on est prêt à vous rembourser si vous réussissez pas. On sait bien que 100% des candidats qu'on accompagnera ne réussiront pas, mais on espère que la majorité d'entre eux réussira et on y croit beaucoup. On sait qu'on a toutes les raisons d'y croire au vu des sessions passées. Donc, en tout cas, l'objectif, c'est ce que je vous dis, c'est que vous réussissiez, mais aussi que les 112 jours qui nous séparent du 24 octobre soient pas vécus comme des jours pénibles. Ça n'est pas un calvaire, ça peut être un bon moment, c'est possible, de la vie notamment de ceux qui l'ont passé avant vous. Merci Issam, merci Hassan, merci Chloé, Omar, Willy, Jean-Baptiste de m'avoir suivi. J'espère que ça a été utile et efficace. Rendez-vous sur le groupe Facebook Willy, les 3 masterclass et le devoir corrigé. Cette préparation vaut 90 €, mais elle est en promotion à 50 € jusqu'à la fin du mois de juillet. Les inscriptions ont commencé déjà, donc voilà, vous pouvez réserver votre place si vous voulez. Salut Laetitia, à bientôt dans le groupe Facebook Entraide et Partage, ou par téléphone évidemment, ou par mail. Vous aurez toutes nos coordonnées sur le site pro-conta.fr à saisir dans la barre d'adresse et non pas dans Google. Salut Léo, salut tout le monde.